Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, on l'apprécie énormément. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à YouTube, à Facebook, à Instagram, à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple, Google, partout là où est-ce que vous téléchargez vos podcasts. Merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien allez-y. Abonnez-vous, ça va nous aider à grandir un peu notre groupe et avoir des meilleures discussions, des meilleurs échanges. Salim, ça va bien? Ça va super, et toi? Good, man, good. Ça va super bien. Ça sent un peu que l'été arrive. Ouais, hein? Puis, tu sais, les députés à l'Assemblée nationale, puis même au Parlement à Ottawa, je pense qu'ils ont hâte à leurs vacances d'été. Ben, hey, tu sais ce qui se passe souvent, hein? À cette période-ci de l'année, il y a un petit regain d'énergie. Puis ensuite, c'est juste de la fatigue qui cumule. Et les députés à Ottawa comme à Québec, les députés, les ministres, enfin bref, tout le monde qui participe à la joute parlementaire commence à fatiguer un petit peu, à être moins patient. Hein. Je te le dis, la patience, elle est de moins en moins là. Et puis les gens ont la couenne moins dure, ont la mèche plus courte. En tout cas, écoute, c'est comme ça depuis toujours, puis ça n'a pas de l'air de changer. Non, puis je pense pas que ça va changer non plus, là. Puis c'est sûr que les circonstances étant ce qu'elles sont, avec les nouvelles qui ont tombé la semaine passée, les oppositions ne vont pas lâcher. Hein. Puis on est en période aussi de crédit, de l'outil de crédit, donc on va expliquer aux gens c'est quoi exactement ça, parce que c'est quand même important. Et on va commencer. On va garder, on va faire un petit suivi sur l'annonce du recul du troisième lien, mais on va le laisser un peu plus tard. Je vais commencer par quelque chose que moi, ça m'a troublé beaucoup, puis toi aussi, j'imagine, comme papa, puis plein de personnes qui ont suivi l'actualité cette semaine. Toute l'histoire avec les professeurs, les enseignants, qui, il y avait un événement qui est sorti dans les médias où on attendait un clip audio d'une professeure première année du primaire qui littéralement engueule les enfants. C'est de l'harcèlement, moi, psychologique, ça, comme rien d'autre que j'ai vécu, moi. Puis on va en parler de ça parce que ça a ouvert la porte. Puis aussitôt que j'ai vu ça dans les nouvelles, j'ai dit il va en avoir d'autres. Mais oui, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Oui. Puis ça soulève la question parce que là, tout à coup, il y a plein d'événements qui tout à coup, ça rentre. Ça fait combien de temps que les administrations des écoles tiennent ce type d'informations-là? Puis là, tout à coup, ils n'ont pas d'autre choix et ça se rend public. Avant qu'on parle de ça, parce que moi, mon premier réflexe, j'entendais la prof crier, puis juste pour dire que, je sais pas, pour toi, ma sœur est enseignante, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des membres de ma famille qui sont enseignants et enseignantes, tant au niveau primaire que secondaire et même post-secondaire. Je sais que ça n'a pas été facile. Les 2-3 dernières années, là, ça n'a pas été facile, puis je pense que tous les parents peuvent comprendre ça parce que on a eu les enfants à la maison. Donc, même avec les amis, quand on parlait, on disait, comment ils font ces profs-là? Tous les jours, de 8 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi, c'est énorme comme responsabilité. Et surtout en première, deuxième, troisième année, les premières années où les enfants sont un peu, ils n'ont pas trop rentré dans leur maturité, disons. Non. Moi, quand j'étais jeune, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, mes parents, il y avait la responsabilité de nous élever depuis le jour qu'on est né jusqu'à l'âge de 6 ans. Après 6 ans, ils partageaient cette responsabilité avec le reste de la société. Nous, on partait, l'autobus venait, on rentrait dans l'autobus. C'était fini pour mes parents, puis ils avaient entièrement confiance qu'on était entre bonnes mains. Puis si jamais il y a quelque chose qui arrivait, c'était 100% la faute de nous. Vous avez tort. Moi, j'ai confiance aux enseignants, à l'administration de l'école. Ils font leur job, respecter les professeurs. On avait toujours cette directive de mes parents.
don't fuck up. Ouais. Les profs sont là, ils font leur travail, respectez. Dans la classe, vous êtes des anges. Ouais. Mais, évidemment, on avait des profs aussi qui nous criaient après. Mais j'ai jamais entendu une affaire de même comme dans le clip. Puis je vais te dire une chose. Nous, on avait un prof là à notre primaire. Moi, je suis allé à une école française qui appartient à la communauté grecque. Donc, on apprenait français, anglais, grec. C'est un prof de cours de grec. Là, tu sais. Puis lui, j'imagine qu'il a commencé. Il prenait sa retraite quand j'étais en 6e année. Donc, ma dernière année, c'était sa dernière année comme prof aussi. Donc, il y avait comme, je sais pas combien d'années d'expérience. Lui, il était depuis les années 60, I don't know, whatever. Puis lui, j'imagine qu'il était un prof de la vieille école. Il frappait les enfants. Il frappait. J'étais chanceux, j'étais parmi les chanceux parce qu'il connaissait mon père, il connaissait des membres de ma famille. Il m'a jamais touché, mais de toute façon, moi, j'étais correct. J'étais un élève correct en classe. Mais j'ai vu des affaires, là. Puis, c'est juste pour retourner au point que je faisais, que les parents, à cette époque-là, là, tu sais, les enfants, ils retournaient à la maison, ils disaient « Ah, le prof m'a frappé ». Mais il en mangeait d'autres à la maison. C'était le mot d'ordre. Ouais. T'es un ange. Tout ce qui va t'arriver à l'école, quand tu reviens à l'école, ben, tu vas en avoir plus. Ouais. Donc, il y avait une mentalité complètement différente. Aujourd'hui, il y a ce concept On a évolué quand même. On a beaucoup évolué, puis pour le meilleur. Oui, bien sûr. Il y a une ligne, par contre, moi, que, tu sais, je sais pas. Je sais pas où me placer parce qu'on entend les termes de les parents hélicoptères qui surveillent tout. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Tu sais, moi, j'amène mes enfants, je les conduis à l'école, je vais les chercher. C'est pas une affaire de confiance ou whatever, c'est parce qu'on est peut-être dans une position meilleure ou avec nos jobs, puis on a cette flexibilité-là où on peut se permettre de faire ça. Puis moi, j'adore faire ça, tu comprends? Peut-être à l'époque, c'était pas le cas. Mais je trouve que les parents sont beaucoup plus présents maintenant, dans la vie de leurs enfants, que ce soit évidemment à la maison, mais à l'extérieur, dans le parc, à l'école, le prof, qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est le micromanagement, tu comprends? Puis, moi, je le regarde souvent du point de vue des profs, parce que ma soeur me raconte plein d'histoires, et je veux des fois prendre ma soeur et lui dire, regarde là, tu vas appeler les parents, puis là, tu vas leur dire, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma job, laissez-moi enseigner vos enfants. Donc, je comprends que les profs aussi, il y a un peu de pression. Mais, encore là, je ne fais pas de lien. Je veux juste établir ça comme fait parce que c'est sûr que les temps ont changé. C'est sûr que les parents sont beaucoup plus impliqués. Puis peut-être qu'il y a un peu d'exagération du côté des parents. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a entendu est accepté. Oh my God. Ouais. Oh my God. Non, effectivement. En fait, George, tu fais très bien de mentionner le fait que les enseignants ne l'ont pas eu facile dans les dernières années. On parle des années COVID, bien sûr, mais en réalité, c'est que même avant ça, etc., puis les profs, j'ai envie de dire les enseignants au primaire, au secondaire en particulier, pour la grande majorité, font un travail exceptionnel et on a absolument besoin de ça au Québec pour avoir une société en santé, avec des jeunes qui sont... qui reçoivent une éducation civique en plus d'avoir une éducation au sens académique du terme, ou scolaire en tout cas du terme. Ça, c'est très important de le mentionner d'entrée de jeu. Maintenant, c'est sûr que là, ce qui a défrayé un peu les chroniques, bien sûr, c'est cette prof-là qui a verbalement maltraité des enfants, et ça, c'est juste le peu qu'on sait. Sachant que ça faisait au moins 4 ans qu'elle était dans cette école et que ça fait 27 ans qu'elle est enseignante. Et ça, je parle même pas des plaintes déposées à la police par certains parents pour voie de fait. Donc, ça veut dire que ça a été aussi physique. C'est sérieux. Alors, bien sûr, c'est très, 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 très sérieux. Et là, moi, j'ai envie de te dire, évidemment, j'ai été scandalisé par ça, comme n'importe qui. Alors, c'est sûr, quand on est parent, on l'est encore plus parce qu'on se dit... Écoute, ça aurait pu arriver à nos enfants de se retrouver avec ce genre de, ce genre de folle-là dans une salle de classe. Puis très honnêtement, je ne sais même pas comment j'aurais réagi à savoir que l'une de mes filles avait dû vivre quelque chose de similaire. Et je préfère d'ailleurs ne pas avoir à penser à qu'est-ce qu'aurait été ma réaction parce que ça fait augmenter mon stress et mon anxiété. Mais regarde, là où je veux en venir surtout, c'est... Puis ça, c'est la question. Regarde, je ne vais pas être original. Là, tout le monde l'a posé, cette question, dans tous les médias. Tout le monde l'a parlé. Mais tu sais, comment ça se fait que ça a pu arriver puis que
personne n'en ait jamais entendu parler. Ça, c'est absolument inacceptable et inadmissible. C'est quasiment impossible. C'est aussi. impossible. Ouais. C'est impossible. Écoute, de toutes les manières, là, George, on va se le dire, là, on a tous été à l'école primaire. On sait tous, même quand on avait 6, 7, 8 ans, 10 ans, on le sait tous, il y a toujours des profs, des enseignants que certains élèves souhaitaient ne pas avoir parce qu'ils avaient entendu, soit l'avaient entendu crier, soit l'a trouvé sévère avec les autres, soit qu'il y avait des camarades d'autres classes qui racontaient que c'était des profs trop sévères, etc. Donc, il y en avait beaucoup qui vivaient, je me souviens, moi, quand j'étais enfant, l'anxiété qu'on pouvait vivre parfois à savoir quel enseignant allait nous enseigner. À l'approche de l'année scolaire, comment on va non, mais exactement. Alors que normalement, à cet âge-là, la rentrée scolaire, c'est le plus beau moment. Tu sais, t'as envie de rentrer. Mais c'est le plus beau moment, mais je veux pas t'interrompre, mais surtout en première année, mais oui. C'est pas un beau moment où l'élève, il sait même pas en quoi il embarque, tu comprends? C'est sûr qu'il y a la maternelle avant, donc il est un peu habitué dans le contexte. Ouais, mais là, il apprend des choses concrètes, là. Oui, mais compter, là, lire. Tu veux que la première année soit une expérience attrayante, puis le fun pour l'élève. Oui. Tu veux pas lui faire peur, puis lui donner du stress ou... I don't know. Moi, c'est ça le problème. Il y a plein de problèmes, mais entre tous ces problèmes-là, il y a le fait que tu fais peur à l'élève, c'est comme une mauvaise introduction à une vie étudiante qui va durer pour un autre 20 ans. Là, non, mais clairement. Puis j'aime la manière dont tu as abordé le sujet, là, George, où tu as dit, tu sais, bon, à partir de l'âge de 5-6 ans, lorsque les enfants vont à l'école, il y a une espèce de responsabilité partagée. Alors, évidemment, elle n'est pas à part égale, on s'entend, là, mais il y a une responsabilité partagée entre les parents et la société. Et là, en l'occurrence, la société, c'est le système d'éducation. J'aime la manière dont tu l'apportes, c'est tout à fait vrai. Puis, c'est vrai que les parents ont confiance en l'école. Moi, j'ai confiance en l'école de ma fille, par exemple. Je suppose que l'école a confiance aussi aux parents, parce que bien sûr, les parents jouent aussi un grand rôle. Mais évidemment, personne ne s'attend à ce que son enfant soit maltraité de la sorte. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bien sûr, l'éducation, elle commence à la maison avant de commencer à l'école. Donc, c'est sûr aussi que les profs ne peuvent pas tout faire. Il y a des choses que les profs ne peuvent pas gérer. C'est juste que la manière dont cette dame-là gérait sa classe, ça n'a pas de sens. Non. Mais les parents peuvent pas... Il y a d'autres façons. Tu sais, on s'entend tous. Hein. Il y a des enfants qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des enfants qui sont plus gérables que d'autres, etc. C'est pas évident. Mais il y a des façons aussi de gérer des choses. Puis là, regarde, je ne veux pas présupposer de est-ce qu'un enfant a fait quelque chose qui a mis cette personne-là en colère. Mais même si c'est le cas, Salim, exactement. Même si mais c'est ça, c'est là que je m'en allais. Je comprends que tu peux te frustrer, puis peut-être... lever le ton un petit peu. Lever le ton aux enfants. Affirmer ton autorité. Tout ça, ça tombe dans un espace quand même acceptable de discipline. Exactement, exactement. Puis, mais... Non, mais il n'y a rien qui explique ou qui justifie et encore moins qui excuse un tel comportement. D'ailleurs, je suis très content. Cette personne-là a été suspendue. Pour le moment, elle reçoit quand même son salaire, mais c'est parce qu'il y a une enquête. Bon, on laisse l'enquête se faire. Là, il y a des enquêtes policières aussi qui vont se faire. Je suis très heureux aussi de savoir une chose, sincèrement. Puis honnêtement, j'en veux quasiment plus à cette personne qu'à l'enseignant. Le directeur. Le directeur. Ouais. Ça, là... Honnêtement, moi, j'ai été foudrage. Parce que moi, qu'on me dise pas qu'on savait pas, puis surtout que là, on le sait que ça se sait. Mais c'est ça, là, c'est sorti, il était au courant. Mais oui, bien sûr qu'ils sont au courant. Puis sérieusement, moi, pourquoi c'est le bout qui m'énerve le plus? C'est parce que c'est, malheureusement, là, dans les écoles, c'est toujours comme ça. On est tout le temps en train de se protéger l'un les autres, etc. Mais c'est quoi la raison? Est-ce que c'est le syndicat? Est-ce qu'il y a un réflexe de je ne peux pas trop faire, je ne veux pas avoir à discuter avec, je sais pas, le représentant syndical? Est-ce que c'est comme une fraternité ou je sais pas trop quoi, où il faut qu'on se protège entre nous? C'est quoi l'affaire? Mais en fait, si j'avais la réponse, je serais ministre de l'Éducation aujourd'hui. La raison et encore même à ça. Mais la raison que je pose la question, c'est parce que maintenant, tout ce qu'on parle depuis lundi, là, où cette nouvelle est tombée,
c'est est-ce que dans cet environnement-là, mais c'est pas une industrie, là, mais dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'il faut qu'il y ait un ordre des enseignants? Mais justement, j'y arrive. J'y arrive là-dessus. Si tu me permets, je vais juste revenir sur le directeur, parce que moi, je pars du principe que quand tu es directeur, tu es imputable de ce qui se passe dans ton école. Tu peux pas dire « j'étais pas au courant ». J'étais pas au courant. Mais surtout quand c'est faux. Là. Non, mais voilà, c'est exactement. Non, mais je veux dire, j'étais pas au courant, je sais pas, moi, qu'un prof se drogue parce qu'il se drogue dans la salle de bain, etc. Bon, ok, je veux bien. Là, c'était des cris. Écoute, je pense que c'est impossible que c'était insonorisé à ce point-là pour que personne n'entende ça. Il y avait des gens qui voulaient pas que leurs enfants aient cette enseignante-là. Puis là, tu comprends, là. Je me mets aussi à la place de l'école. Des parents qui arrivent et qui te disent « Moi, je veux pas de cette enseignante. » Non, regarde. À un moment donné, c'est pas les parents ou les enfants qui choisissent les enseignants pour eux-mêmes. C'est à l'école de le déterminer. Mais quand c'est rendu là, tu devrais au moins te poser des questions. Pire encore. Mais est-ce que c'est arrivé à ce point-là? Est-ce que c'est reporté qu'il y a des parents qui ne voulaient pas avoir cette prof? Je ne veux pas le dire avec certitude. Je crois que oui, parce que j'ai entendu ce sujet-là dans les divers médias, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne veux pas affirmer ça avec assurance parce que j'ai pas la confirmation. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont été dites sur cette prof. Ça faisait 4 ans qu'elle était prof dans cette école-là et 27 ans auparavant, donc dans d'autres écoles. Mais moi, ce qui est encore pire, excuse-moi, hein, c'est la directrice du centre de service scolaire. Là, les anciennes commissions scolaires sont devenues des centres de service scolaire. Donc, qui chapeautent toutes les écoles d'un certain territoire. Elle te disait moi je savais pas, mais là maintenant que tout ça est arrivé, les langues ont commencé à se délier, puis un flot d'informations, puis nous on a demandé à avoir de l'information. Hey, encore une fois, tu peux pas être un responsable et pas savoir ce qui se passe, sinon t'es pas responsable, t'as juste être... Mais de son point de vue, Salim, c'est peut-être normal ou acceptable que l'information ne se rende pas à elle. Alors, non, mais regarde, je comprends. En théorie, quelqu'un pourrait ne pas avoir une information. Puis tu peux pas agir si tu n'as pas une information. Parce qu'ils sont pas là tous les jours non plus. Absolument. Non, mais je le comprends, ça. Je le comprends. Ça peut arriver qu'on soit pas au courant de quelque chose. Mais à un moment donné, lorsque le système fait en sorte que l'information n'arrive pas, c'est que le système que tu gères est pas bon. Je m'excuse, mais moi qu'elle me dise je suis pas au courant, je sais pas ce qui se passe dans toutes les salles de classe de toutes les écoles du centre de service scolaire qui chapeaute toute cette région-là, je le comprends, c'est normal. C'est comme le ministre de la Santé, quand il y a quelqu'un qui s'étouffe avec son muffin quelque part, là, c'est pas vrai qu'il est au courant de ça. C'est normal. Je le comprends. Là, ce que je ne comprends pas, moi, par exemple, c'est que, mais t'as aucune structure qui aurait permis à ce que cette information-là puisse remonter et arriver jusqu'au centre de service scolaire. C'est pas normal. Il y a quelque chose quelque part. Excuse-moi, je vais utiliser une expression. Là. Pour moi, il y a comme une sorte de cover-up quelque part. Pas cover-up dans le sens que il fallait nécessairement protéger cette fameuse Madame Chantal. Maintenant, tout le monde sait qu'elle s'appelle Madame Chantal. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que justement, c'est le bout qu'on ne sait pas. C'est pourquoi ces choses-là fonctionnent comme ça. Pourquoi le système est fait de cette manière? Ils se défendent les uns les autres, ils cachent, etc. Est-ce que c'est syndical, pas syndical? Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de professeurs ou d'enseignants, et puis là, tu te dis, mais là, si j'en perds un ou une, comment je vais faire pour remplacer? Je ne sais pas, il y a mille et une choses. Il reste qu'à un moment donné, c'est une clientèle fragile. C'est des enfants de 6 ans qui commencent dans la vie. Puis si c'est l'image qu'on leur donne de l'école, ils vont pas l'aimer, l'école. Puis s'ils vont pas à l'école, ils seront pas de bons citoyens. Ils pourront pas gagner leur vie. Ils vont être un fardeau pour la société. C'est ça le problème. Moi, tu sais, le fait que les profs... Et encore là, je veux pas juger parce que je sais que les années qui viennent de passer ont été particulièrement difficiles. Mais tu sais, gère tes émotions. Là. Nous, quand on était jeunes, là, il y a un enfant qui faisait le clown ou je sais pas trop quoi. La prof le sortait dehors. OK, prends ça, va dehors. T'sais. That's it. Ils font plus ça. Ils ont plus le droit de sortir l'élève dehors. Je sais pas, je comprends pas. Écoute, malheureusement, je connais pas tous les trucs. Je pense qu'il y a
Peut-être que maintenant, on les fait pas sortir dehors, mais tu sais, peut-être est-ce qu'on leur demande d'aller dans un coin, se calmer, s'asseoir sur une chaise pendant 10 minutes, etc. Bon, il doit y avoir des techniques d'éducation. Là, moi, je suis pas enseignant, je ne sais pas, là, mais il doit y avoir des façons de faire. Mais encore une fois, c'est-à-dire que il n'y a rien qui justifie que un enseignant ou une enseignante pète une coche comme ça, excuse-moi l'expression. Mais maintenant, tu as ramené un sujet qui est super important. Ouais. C'est celui de l'ordre professionnel. Là, à l'instant, au moment où on enregistre, les informations qui nous viennent de Québec, du ministre Drainville, il paraît que la porte est fermée. Ben lui, écoute. On veut pas toucher à ça. Il veut rien savoir. Ouais. Mais attends, je vais t'informer d'une chose si tu le sais pas. Mais je crois que c'est Radio-Canada qui a sorti, je crois, l'information hier ou aujourd'hui, je sais pas, je pense hier soir. Mais promesse électorale de 2012 de François Legault. C'était une promesse électorale de François Legault en 2012 d'avoir un ordre professionnel pour les professeurs. Excuse-moi, pour les enseignants, il faut être précis. Pour les enseignants. Là, il y a tout qui revient à François Legault comme un boomerang. Hein? Mais alors, c'est hyper intéressant parce que moi, en plus, j'écoutais à la radio le président de la centrale syndicale du Québec, la CSQ, ce matin, au micro de Paul Arcand, pour ne pas le nommer. Puis honnêtement, sincèrement, je voulais m'arracher mes cheveux. Je suis en train de me dire, mais voilà exactement l'une des raisons pour laquelle, parfois au Québec, on n'est pas capable d'avancer. Oui, le syndicalisme est souvent, très souvent, plus souvent qu'autrement d'ailleurs, un frein. Alors, on s'entend. C'est pas un frein en tout temps. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu. Il y a de la vertu dans le syndicalisme, etc. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut jeter l'eau avec, le bébé avec l'eau du bain. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, excuse-moi, l'argument qu'il a apporté de pourquoi il est en défaveur d'un ordre professionnel, c'est que la profession est déjà assez encadrée par les conventions collectives, etc. Puis là, mais ça n'a aucun bon sens. Le syndicat puis l'ordre, c'est deux choses différentes. Merci, exactement, exactement. Et d'ailleurs, tu sais, c'est quoi l'exemple qu'il a sorti ce matin? Il a dit à la radio, on pourra le réécouter, il a dit à la radio, mais là, un médecin, par exemple, lui, c'est normal qu'il ait le collège des médecins, qu'il ait un ordre professionnel, il n'a pas de patron. Excuse-moi, les ingénieurs ont des patrons? Ouais. Je m'excuse. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il faut arrêter. Ça n'a rien à voir. D'être syndiqué, c'est une chose. Un ordre professionnel, c'est quoi un ordre? Par définition. Par définition, qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Un ordre professionnel, c'est l'organe qui régit une profession en particulier et dont l'unique but, et de protéger le public. Exact. Donc, par exemple, pourquoi il y a un ordre professionnel chez les ingénieurs? C'est parce que tu veux t'assurer que les ingénieurs répondent à tous les critères de formation, d'éthique et autres. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer avec ton auto sous un pont, là, tu veux être sûr que celui qui a construit le pont, là, il savait ce qu'il faisait. Ouais. Parce que tu veux pas qu'il s'écroule sur toi. Ouais. Même chose pour les médecins. Tu veux pas qu'ils t'administrent quelque chose quand il faut pas administrer ça. Même chose pour toutes les professions au Québec, etc. Les avocats, pour pas te donner des conseils juridiques qui vont te mener dans le champ. Ouais. Ça te protège. Là, en l'occurrence, ce que je demande, mais je suis pas le seul, il y a des milliers et des milliers de personnes qui pensent comme ça, d'avoir un ordre professionnel des enseignants, ça permet de nous assurer de plusieurs choses, de nous assurer que la formation est là, la compétence est là, de nous assurer que s'il devait y avoir des entorses aux règles déontologiques, etc., qu'ils puissent être poursuivis auprès d'un tribunal de profession. Parce que chaque ordre peut être une sorte de tribunal de la profession. Ouais. Honnêtement, là, George, je ne comprends pas. Surtout Legault et la CAQ, etc., ils se sont fait élire, grosso modo, en tout cas, ils ont depuis la création de la CAQ, ça a toujours été une chose. Nous, les syndicats, ils ne nous empêcheront pas de faire avancer le Québec parce que c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on a une bonne idée, on fait face à un syndicat puis on peut pas avancer.
bon, on n'aime pas la CAQ, on peut au moins se dire, bon, ben, ils n'ont pas froid aux yeux, ils veulent avancer. Fine. À la limite, c'est sexy comme position. Ouais. Ben, m'excuse. Fais-le. Mais celui qui dit qu'il ne s'écrase pas devant les syndicats, ben, il est en train de s'écraser devant le syndicat en ce moment. Est-ce que le fait qu'ils sont présentement en négociation, ça joue aussi dans la formule? On ne peut pas parler... c'est sûr que c'est deux choses différentes, mais tu es en train de négocier. Je pense qu'ils sont en plein milieu de négociations syndicales. Absolument, il y a une négociation en cours. Donc, peut-être que c'est ça aussi, là, ça vient dans le jeu. Je sais pas, mais je pense qu'on est là. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de créer un ordre professionnel pour les enseignants et les enseignantes et d'avoir cet organe-là qui va... comme tu as dit, mettre des balises et de protéger ou au moins de représenter la société. Ben, écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire là-dedans, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est en lien avec les négociations. Honnêtement, je ne pense pas parce que de toutes les manières, l'ordre professionnel en tant que tel n'a rien à voir avec ça. Quand bien même les syndicats soient opposés à la création d'un ordre professionnel, honnêtement, ils n'ont pas vraiment beaucoup de poids là-dedans. Si le gouvernement décidait d'aller de l'avant, il pourrait très, 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 très bien le faire sans aucun problème. Ça ne changera strictement rien. Ça les embêtera peut-être sur une chose. C'est qu'en ce moment, il y a des cotisations syndicales. Mais c'est sûr qu'un prof va devoir cotiser à l'ordre pour pouvoir avoir un permis de pratique. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, est-ce qu'ils y voient une question économique? Je ne sais pas. En fait, regarde, rendu là, j'ai même pas envie de savoir qu'est-ce que pensent les syndicats. Il faut juste aller de l'avant avec cette idée-là. Mais bon, là, Bernard Drinville nous a dit qu'il n'allait pas là-dedans, qu'il n'irait pas là-dedans, qu'il ne veut pas de ça. Moi, je serais curieux, pas curieux, mais ça fait peur de penser que peut-être dans les jours à venir ou la semaine prochaine, ou je ne sais pas trop quoi, là, il y a d'autres situations comme ça qui sortent publiquement. Puis, encore, je pense beaucoup à ça comme papa, puis je dis, c'est-tu un problème général? Il y a des choses qui viennent de sortir. Ouais, tu sais, hier, au secondaire, etc. Écoute, le jeune du secondaire a été suspendu 3 jours par son école pour avoir enregistré une enseignante en train de les maltraiter. Et on peut pas savoir, et figure-toi qu'on peut même pas savoir si cette enseignante-là a eu, elle, une sanction. Ah non, mais par contre, le petit, là, il a eu une sanction de 3 jours. Je comprends, il n'avait pas le droit d'enregistrer. Puis je comprends ça, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui va vouloir donner un cours si on est enregistré. C'est normal. Je comprends que ce soit interdit. Mais là, en l'occurrence, l'interdit a été bravé parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grave qui est en train de se passer. Puis là, c'est pas une généralisation. Ça, c'est juste, OK, là, on a quelque chose entre les mains. Puis à la limite, là, si tu as envie d'en faire une question de principe, donne-lui 3 jours de suspension. Et l'autre, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous lui avez donné. As-tu une suspension, cette prof-là? Non, on le sait pas. On le saura pas. Protégé par son syndicat. Parce que son syndicat est là pour la protéger. Exact. Passons au prochain sujet. On va faire un petit suivi sur toute cette situation avec le 3e lien c'est une bombe qui est tombée sur l'Assemblée nationale la semaine passée. Puis l'opposition, c'est sûr qu'il lâche pas le fil, il lâche pas le bout. Ce qu'on sait là depuis la semaine passée, évidemment, il y a un recul du gouvernement. Puis M. Legault est sorti et dit, regarde, on va retourner sur les plans, on va faire un autre projet, ça va être juste du transport en commun. Mais là, on apprend cette semaine-là que non seulement il n'y a pas un plan, mais on n'a aucune information. Encore la même chose, aucune étude, on ne sait pas combien ça va coûter. Puis ça tombe mal pour le gouvernement parce que là, on est en période d'études de crédit. Puis pour ceux qui ne savent pas, l'étude de crédit, ça donne l'opportunité à tous les députés de questionner les ministres sur tout ce qu'ils ont ou qu'ils vont dépenser dans leur budget respectif. Donc, il y a plein de documents qui leur sont donnés par les ministères en question, où ils peuvent voir de façon plus analytique où est-ce qu'on a dépensé, où est-ce qu'on veut dépenser de l'argent.
Puis quand arrive la question, puis tu sais, on doit donner le crédit à Gabriel Nadeau-Dubois parce que c'est lui qui a posé la question. Tu sais, le troisième lien, là, on peut pas voir. C'était caviardé. C'est caviardé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez les chiffres? Est-ce que vous les savez pas? Puis là, il a piégé le premier ministre parce que là, on apprend que le premier ministre, ben, il a aucune idée. Il n'a aucune idée. Il n'a jamais vu ces chiffres. Il connaît pas ces chiffres. Moi, je crois pas qu'il a aucune idée. Non, c'est... Regarde, je veux dire, François Legault, il connaît les chiffres, etc. Là. Il y a un jeu parlementaire où il a peut-être pas envie d'avoir une clip de lui qui est en train de dire « oui, je le sais », etc. Mais non, mais on va s'entendre. Là, d'abord, en fait, laisse-moi commencer par une chose. Tu veux avoir mon avis? Moi, je crois que ce troisième lien-là, il n'existera jamais. Ouais. Là, je sais qu'on a abandonné le projet de troisième lien avec autoroutier, avec le tunnel autoroutier. Là, on parle d'un troisième lien avec transport en commun uniquement, donc un tunnel. Mais si tu veux mon avis, il verra jamais le jour. Mais là, regardons ça chronologiquement, parce que la semaine passée, quand on a enregistré, il n'y avait pas la réaction du maire de Lévis. On avait plein de choses qui manquaient, mais aujourd'hui, on l'a. Tu sais, le maire de Lévis est frustré. Il veut plus rien savoir du gouvernement. Il veut plus rien savoir de ce projet-là. Il dit, regarde... Il dit, nous, c'est pas ce qu'on voulait. Ouais. Lui dit, nous, là, on voulait pas du transport en commun de centre-ville à centre-ville. Nous, on voulait un tunnel autoroutier. C'était ce qu'on souhaitait. Là, le truc, c'est quoi? C'est que là, on ne sait pas combien ça va coûter. On n'a aucune idée de combien ça va coûter. Mais on ne savait pas non plus avant. Bien sûr, je sais que... C'est un montant qui était lancé... Mais moi d'abord, il y avait rien du tout dans le programme québécois d'infrastructure, dans le plan québécois d'infrastructure, là, le PQI. Il y avait rien d'inscrit. Donc là, moi, je vois pas comment... en 2023, il n'y a rien d'inscrit dedans, puis que d'ici 2026, on aura déjà commencé à... Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire, là, mais bon, c'est une chose. Maintenant, c'est sûr que dans la séance des crédits, que tu as très bien décrit, mais moi, que j'aime dire de cette séance-là que c'est une période de questions qui dure 3 heures. Exact. Ouais. Donc, c'est pas facile pour le gouvernement, généralement. Ben, ils sont souvent accompagnés de leurs sous-ministres, toute une machine qui est là pour les épauler. Oui, mais il reste que l'exercice reste politique. Et là, le truc, c'est que, comment je vais dire ça? Nous, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ne savent pas combien ça coûtait. Ils veulent le faire, quand même. Et il présuppose que le gouvernement fédéral va payer 40% de la facture. Alors qu'il n'y a rien du côté du fédéral, à date. Ah non, mais le fédéral, lui, te dit, écoute, c'est sûr que si c'est du transport en commun, il y a plus de chances qu'on mette de l'argent qu'on n'en mette pas. Mais la hauteur, à quelle hauteur, etc. Est-ce que ça va être 40%? Est-ce que ça va être moins? Enfin bref, quelle forme ça va prendre? Ça, on n'a aucune idée encore. Ouais. Donc, personne n'a aucune idée de rien. Tout ce qu'on sait, c'est que la promesse électorale a été brisée, qu'on est arrivé avec un projet que les gens, visiblement, en tout cas ceux de la région, ne souhaitent pas nécessairement, même si moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir du transport en commun, mais ça, c'est une autre histoire. Puis honnêtement, moi je trouve que c'est épouvantable parce que là, si on nous dit, mais de toute façon, au final, là, ça va coûter quand même 10 milliards de dollars. Tu sais, on parlait de 10 milliards pour l'autre, puis on te dit, ça va coûter quand même 10 milliards comme ça. Mais là, 10 milliards de dollars pour quelque chose que les gens ne veulent pas, et ça, c'est sans compter ce que ça va nécessiter en termes d'achat d'équipements et de véhicules, etc. pour le transport en commun. En tout cas, franchement, c'est particulier. Ouais. C'est vraiment très particulier. Moi ce que j'ai beaucoup regardé, c'est de voir du côté politique. On pense, c'est politiquement parlant. Puis, je t'avais dit la semaine passée que moi, il y a un côté de ça que je respecte. Je sais pas le mot, là, mais j'accepte, puis je respecte un politicien qui sort dire, regarde, on a fait un plan, ça n'a pas marché, on recule. Là, Bernard Drinville est sorti ce jour-là, le mercredi dernier, puis il s'est excusé auprès de ses électeurs parce qu'ils sont les plus affectés, évidemment. C'est à Lévis. Il était le poster boy de ce projet-là durant la campagne.
Mais le premier ministre, lui, il s'excuse pas. Puis son argument à lui, c'est, regarde, je peux pas m'excuser sur une décision que j'ai prise pour comment dire? C'est-à-dire, au moment où il a fait la promesse, il pensait le faire. Exact, mais lui, tu sais, son argument, c'est, regarde, moi, je pense que j'ai pris la bonne décision. C'est responsable d'un gouvernement de pouvoir prendre du recul et de dire, regarde, on peut pas avancer, même si c'est malheureux qu'on ne peut pas livrer sur notre promesse. Donc, il veut pas s'excuser. Il y a eu une rencontre durant cette semaine-là avec le caucus des élus de la région de Québec, et moi, je pensais que shit, ça va aller mal. T'sais, ils sont pas contents, ils veulent rencontrer directement le premier ministre. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait sortir de cette rencontre-là. Finalement, non. Le premier ministre, il a su quand même bien contrôler la frustration de ses députés. Bon, c'est une opération de relations publiques. Honnêtement, l'idée ici, c'était, sincèrement, là, moi, je pense que qu'est-ce que cette rencontre a bien pu changer? Il n'y a rien que Legault pouvait dire à son caucus qui pouvait changer. Absolument rien. Il a dû leur expliquer sans doute la raison pour laquelle il a pris la décision d'abandonner la promesse électorale. C'est quand même fou qu'ils l'ont appris lundi, 2 jours avant l'annonce. C'est impossible que Legault a pris cette décision-là lundi. Il savait depuis longtemps. La question demeurera pour toujours s'il savait avant les élections ou après. Ça, écoute, il y a un point d'interrogation. Écoute, on a appris, encore une fois, dans les crédits... C'est-tu les crédits? Je me souviens plus. En tout cas, on l'a appris à l'Assemblée nationale hier que... non, je pense même que c'est ce matin. Excuse-moi, période de questions ce matin. Que dans le fond, le ministère des Transports avait un scénario d'un projet qui n'incluait que du transport collectif. Donc, sans le tunnel autoroutier. Donc, dans le fond, le projet actuel. Il y a déjà une étude là-dessus qui a été commandée en avril 2022. Donc, longtemps avant les élections, enfin quelques mois avant les élections, et donc ça fait 1 an là. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient sues, mais certainement que c'était des choses qu'on a dû se dire à un moment donné stratégiquement. OK, regarde, we'll deal with it after the election. C'est exactement ça qui a dû se passer. Le pauvre Éric Duhaime, lui, qui se bataille, qui fait tout dans son pouvoir d'aller s'accrocher quelque part ou d'avoir de causer une dissidence ou de voir si un député va quitter le caucus pour rejoindre son équipe. Finalement, rien n'est arrivé à lui aussi. Mais je dois lui donner le crédit parce que de tous les élus, moi, je pensais que l'opposition allait vraiment profiter de ce cafouillage, vraiment, de ce recul extraordinaire de la CAQ. Et c'est lui qui a eu toute la visibilité. Puis bien pour lui, problème, c'est... Et puis, on va pas dire des noms, mais je communiquais avec des chefs de cabinet, un chef de cabinet au gouvernement de Legault, puis je dis, regarde, je le connais quand même assez bien, puis il dit, regarde, ils vont aller où, là? T'sais, ces députés-là, ils sont dans une position de pouvoir, c'est malheureux, c'est arrivé, on a dû reculer, mais Éric Duhaime, là, il espère quoi exactement? Il espère que des députés, ou même peut-être des ministres qui sont en position de pouvoir vont quitter pour aller se joindre à Éric Duhaime, qui est entouré de personnes avec des idées farfelues, complotistes, etc. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester. Ils sont pas heureux. Ils sont pas peut-être satisfaits de la décision du gouvernement, mais il n'y a pas d'autre choix. Ils peuvent pas quitter. Donc, Éric Duhaime, je pense pas qu'il va en profiter grandement de ce scénario-là. Mais, OK, qui voudrait quitter le caucus de la CAQ en ce moment? La CAQ est au pouvoir, vient de gagner les élections. Ils sont 90 députés. Ils forment le gouvernement. Le gouvernement est quand même plutôt populaire malgré tout. Ouais. Qui va le quitter? Personne ne va le quitter. Tu sais, regarde, même Éric Kerr, qui avait de bonnes raisons de quitter, ne l'a pas fait. Personne d'autre va quitter. Ouais. Puis oui, Éric Duhaime, écoute, il fait le show qu'il peut faire.
à la limite, j'ai envie de te dire, il a raison de le faire. C'est c'est une façon de se faire voir, etc. Puis, why not? Pourquoi pas? Mais non, écoute, qui va faire ça? Il faudrait vraiment qu'il y ait une crise fondamentale, mais absolument fondamentale, et qu'il y ait des gens qui se disent OK, on va aller avec le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime et on va essayer de former un groupe parlementaire à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Pour ça, ça prend 12 députés. Est-ce qu'il va y avoir 12 députés qui vont quitter la CAQ? Là? Il pourrait... Regarde. Le mieux qui peut se faire, c'est qu'il y en ait un. Et puis ce un-là, un peu comme Claire Sanson. Comme Claire Sanson, oui. Cette personne-là va donner accès à l'Assemblée nationale à Éric Au chef, Duhaime. exact. That's it. Mais non, mais je disais ça juste pour retourner à la semaine passée où tu as dit que ça pourrait être le début ou quelque chose, une fissure auprès du caucus. Ah, je suis convaincu que ça l'est. Ouais. Mais je suis convaincu. Mais pour l'instant, je pense que c'est pour ça que je dis que Legault semble avoir peut-être réparé pour l'instant. Mais attends. Une fissure, elle est là, mais elle n'est problématique que quand elle s'aggrave. La fissure, à mon avis, elle est là. Puis, parfois, là, une fissure, t'arrives, puis tu mets un peu de ciment en te disant, c'est bon, j'ai mis du ciment un peu au-dessus. De la patcher. Ouais, c'est ça, de la patcher. Puis, guess what? Ça craque assez rapidement. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est une fissure. C'est pas une énorme fissure. Puis, avoir des fissures dans un gouvernement, c'est pas anormal. C'est normal. Moi, ce que je suis en train de te dire, surtout la semaine dernière, c'est que pour un parti politique qui a gouverné le Québec pendant 4 ans et demi, sans la moindre égratignure qui a collé à la peau, alors oui, des petites égratignures, des petits bobos ici et là, tu patches ça, puis honnêtement, c'était correct, c'était beau, il n'y a pas de problème. Là, moi, à mon avis... C'était plus sérieux. Là, à mon avis, c'est quelque chose, pas le troisième lien en tant que tel, le principe. Là, il y a une première fissure. Ouais. Maintenant, tout va dépendre de comment François Legault va gérer son caucus à l'avenir. C'est très, très important dans la théorie politique, j'ai envie de te dire. Il y a plusieurs chefs de parti. Est-ce que c'était des gens de caucus ou non? Pierre Elliott Trudeau était un gars de caucus, là, proche de son monde malgré tout. Il était ferme d'une certaine manière, un gars de caucus. Brian Mulroney était un gars de caucus. Jean Chrétien était un gars de caucus malgré le fait que c'était divisé par moments à cause de la gang Martin, etc. Mais il a quand même tenu bon pendant 10 ans. Là, Jean Charest était un gars de caucus, clairement. Honnêtement, on n'en a pas vu d'autres, des gens de caucus. Philippe Couillard, on n'en était pas un. D'ailleurs, dans le caucus, il y avait souvent des fuites et tout. C'est épouvantable. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était dit en caucus, on retrouvait ça dans les médias le lendemain. Mais souvent, nous, on apprenait ça dans les journaux. Mais oui, mais c'est ça. Mais là, est-ce que François Legault est un gars de caucus? Mais François Legault n'a pas eu à être un gars de caucus ou non. Parce que François Legault, jusqu'à maintenant, ça a toujours été un one-man show. La CAQ, d'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que la CAQ, sans Legault, il n'y a plus rien. C'est lui le ciment de la CAQ. Pour le moment, je ne dis pas que ça ne va pas changer. Pour le moment, c'est un peu ça. Maintenant, la question, c'est va-t-il essayer d'être le gars de caucus, celui qui va mener son caucus un peu différemment qu'il l'a mené jusqu'ici, à cause justement de cette fissure-là qu'on ne voudrait pas qu'elle devienne une fracture. Moi, je pense qu'il aurait tout à gagner à gérer peut-être son caucus différemment. Je sais que c'est pas évident, 90 députés, honnêtement. Là. C'est énorme, mais on verra. On peut pas te savoir à l'instant. Un avantage, peut-être, c'est que c'est arrivé à la fin de la session. Il reste quelques semaines, puis là, on quitte, c'est l'été. Est-ce qu'on va l'oublier? Est-ce que les médias vont dire, regarde, OK, c'est fini, on rentre au mois de septembre avec autre chose, puis that's it, on verra. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus de voir. Est-ce qu'il va y avoir une continuité de ce problème-là? Mais on en reparlera au mois de septembre, là. On verra, mais moi, à mon avis, ça va jamais s'oublier. C'est-à-dire, peut-être qu'on parlera plus du troisième lien. Mais est-ce que cette fissure va rester? Elle va rester. Est-ce qu'elle va s'agrandir ou non?
C'est la question. Tu voulais parler aussi un sujet qui est pas vraiment dans les nouvelles, mais on voit certaines affaires, mais c'est quand même intéressant parce que ça, c'est du backstage, là. Ça, c'est des affaires qu'on remarque ici et là. Tu voulais parler un peu de la joute parlementaire, un peu, tu sais, le comportement, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, la tension qui existe. En passant, je voulais le mentionner tantôt avec le troisième lien, on a vu tous ce clip avec Marois Risky, là, tu sais, le mercredi dernier, qui interpellait le ministre Drainville, puis il s'est levé, puis il a quitté. Moi, c'est rare de voir ces choses-là. C'est sûr qu'elle n'a pas choisi la bonne journée, mais regarde, c'est ça la politique. Regarde, tu sais, elle a profité d'une situation faible du gouvernement, mais je me rappelle pas avoir vu un député en interpellation de se lever puis de quitter. Qu'est-ce que tu honnêtement, franchement, je l'ai pas compris moi non plus. Puis sérieusement, là... comment dire, réagir de la sorte, là, ça démontre qu'on n'est pas très, 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 très fort psychologiquement. Là, je veux dire, mais c'est aussi la journée, tu sais, mais look, that's politics. Ouais, non, mais c'est ça, excuse-moi. Puis attends, c'est pas juste un politicien, c'est aussi le ministre de l'Éducation. Donc l'un des ministres qui est censé être capable d'en prendre le plus. Parce que lui, puis en santé. On s'entend que c'est les deux plus gros ministères. Exactement. Donc, si tu n'es pas capable d'en prendre comme ça en chambre, en débat de fin de séance avec une députée... Mon Dieu, j'ai pas envie de savoir comment ça se passe dans ton cabinet avec tes fonctionnaires, puis comment ça se passe quand tu jases avec les différentes parties prenantes du milieu de l'éducation. Mais c'est un bon point, t'apportes ça, parce que justement, tu disais que je voulais parler un peu de la joute parlementaire, un sujet peut-être un peu plus léger, mais quand même intéressant à relever. Moi, j'ai relevé deux choses cette semaine, une à Québec et une à Ottawa. Alors, commençons avec celle de Québec. Ouais. Eh bien, j'ai trouvé ça particulier que pendant une période de questions, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon posait une question au premier ministre pour lui demandant, grosso modo, est-ce que les électeurs des circonscriptions de la grande région de Montréal grande région de Québec et de Lévis, est-ce que ils sont pas allés voter sous de fausses représentations. D'une manière de dire, grosso modo, est-ce que vous n'avez pas menti sciemment à la population pour les laisser voter pour vous, alors que vous saviez très bien qu'il n'y en aurait pas de troisième lien tel que eux le souhaitent? Et la réponse de François Legault, c'était de dire, si tu as envie de parler de légitimité, c'est quand même drôle que ça vienne de toi qui n'as gagné ton élection que suite au vol de ton dépliant par la candidate de Québec solidaire. Et, qui s'est retirée finalement de la course. Voilà, qui s'est retirée de la course. Et grosso modo, ce qui est en train de dire que si elle ne s'était pas retirée, tu ne serais pas député, tu ne poserais pas cette question-là en Chambre. On ne le sait pas, c'est hypothétique, c'est le si, mais de venir questionner la légitimité d'un élu, moi je trouvais ça... voilà, parce que quand t'es, d'abord quand tu es un élu de l'Assemblée nationale, et particulièrement quand tu es le premier ministre du Québec, tu as une responsabilité, celle de renforcer tes institutions démocratiques et certainement pas de les affaiblir. En disant ce qu'il a dit, d'une certaine manière, tu affaiblis l'institution qu'est le Parlement, parce que tu es quasiment en train de dire que parmi les 125 élus, il y en a quelques-uns, ils ne devraient même pas être là. Non, tu fais pas ça. Pas ça. Ça, c'est de 1. De 2, écoute, je pense tous les observateurs sont plus ou moins d'accord sur le fait que la candidate de Québec solidaire, si elle n'avait pas fait cette imbécilerie, elle serait députée à l'Assemblée nationale aujourd'hui à la place de... Moi, je le pense, en tout cas. Regarde. Non, mais évidemment, on ne sait pas. Évidemment, on ne le saura jamais. Il a gagné par combien de votes? Par 2700 votes sur la CAQ, qui était deuxième, parce qu'il n'y avait pas de Québec solidaire. On s'entend? Bon, maintenant, regarde. Je vais juste te dire un truc. Mais regarde. Mais moi, Salim, qui le dit, c'est une chose. Que le premier ministre du Québec, qui est un élu, et
chef de l'État, chef du gouvernement, le disent, ça, c'est pas une bonne chose. Ouais. Maintenant, quand bien même ça s'est arrivé, moi, il y a juste une question que j'ai envie de poser au premier ministre, même si je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Mais la question, elle est là, elle est simple. Est-ce que la victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon est-elle légitime ou non? Moi, je pense que oui, pour la simple et bonne raison. Est-ce qu'il a fait, lui, quelque chose de mal? Est-ce que lui a fraudé l'élection? Est-ce qu'il a eu des votes de manière indue? Est-ce que... Non. En fait, les votes qu'il a eus, c'est les votes qu'il a eus. Que l'autre personne, elle, se soit auto-disqualifiée, ça la regarde. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a fait campagne, puis il s'est fait élire. Et donc, sincèrement, j'ai trouvé ça cheap et irresponsable parce qu'il n'y a rien de plus important que de parler de préserver la légitimité des 125 députés. Parlons aux gens là, qui sont originaires de pays qui ne sont pas démocratiques et qui auraient rêvé d'avoir un système. Puis là, qu'on leur dise que, regardez, à l'Assemblée nationale du Québec, là, c'est pas mieux que dans les pays... Non, on n'est pas... C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on a une démocratie qui est en relative santé. Il faut en prendre soin. Et certainement pas en disant ce genre de choses. Mais ça revient à ce qu'on a dit au début. Hein? On arrive à la fin de la session, il y a de la frustration, il y a du stress. Fatigue. Et la fatigue, évidemment. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires, de petites choses comme ça qui peuvent sortir sans que, tu sais, il n'y a pas trop de pensée là-dessus. Mais, tu sais, un gars comme François Legault qui a l'expérience, c'est pas une recrue en politique. François Legault, ça fait des années qu'il fait ça. Il connaît. Ça fait 25 ans. Mais come on, man. Tu sais, il s'est fait élire en 98. Exact. Donc, de sortir de dire une affaire de même, premièrement, ça démontre un manque de respect pour tes collègues. Puis on l'a dit souvent, hein, indépendamment du parti où tu te trouves, dans le Parlement, il y a un énorme respect entre les députés. C'est sûr qu'ils ne sont pas d'accord là, sur plein de sujets, puis c'est normal, c'est l'idéologie qui rentre en jeu. Mais dans leur fonction comme députés élus à l'Assemblée nationale, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un respect mutuel, tout le monde. Tu sais, les 125 sont là. Donc, que le premier ministre sorte pour dire une affaire de même, moi, j'étais comme, de quoi qu'il parle? Ouais, d'ailleurs, je me suis trompé, c'était en 96 qu'il s'est fait élire, mais en tout cas. Donc, ça fait quand même longtemps. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, le deuxième point. Ouais. Le deuxième point, j'étais un peu plus humoristique. On était à Ottawa. Et puis, bon, bien sûr, le chef de l'opposition officielle, c'est le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui pose des questions au premier ministre du Canada, pas Pierre Elliott, mais Justin Trudeau. Ouais. On lui pose tout un tas de questions, bien sûr, sur l'ingérence de la Chine, sur l'implication de la Fondation Trudeau, qui porte le nom du père de l'actuel premier ministre, etc. La possibilité que son frère soit questionné en commission. Oui, c'est ça. En fait, dans le fond, ultimement, c'est ça qu'il recherche. Ouais. Le chef de l'opposition officielle souhaiterait que le premier ministre vote en faveur d'une motion qui amènerait Alexandre Trudeau, donc son frère, à venir témoigner dans un comité. Bon, regarde, on ne commentera pas ça. Je ne suis pas sûr que c'est les bonnes façons de faire. Mais anyway, ça m'amène à une chose. Ben d'abord, est-ce qu'en politique, on est obligé de descendre aussi bas que d'essayer de mêler la famille des gens, etc. Je comprends. Attends, je t'interromps deux petites secondes. Moi, j'étais, tu sais, à l'époque où c'est sorti que, tu sais, le We Foundation qui payait la mère de Justin Trudeau et sa femme. Moi, à l'époque, mon argument, c'était, regarde, c'est des personnes privées. Si cette fondation veut avoir comme conférencier ou conférencière, ils ont tout le droit de le faire. Moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Mais là, c'est différent. Parce que le frère de Justin Trudeau, c'est lui qui a signé pour le chèque qui a causé toute cette histoire-là. Donc, il y a un lien. Alors, non, mais, OK, on regarde. Je me reprends. C'est sûr qu'à ce niveau-ci de la politique, on peut dire que rien n'est anodin, puis la perception est souvent plus importante que la réalité, puis les oppositions jouent sur la perception. Puis le Parti libéral du Canada, lorsqu'il était dans l'opposition, jouait sur la perception. Même game, ouais. Non, mais absolument.
mais moi, je pense juste une chose, c'est que il y a plusieurs administrateurs dans cette fondation. Là, évidemment, il faut aller chercher l'administrateur qui porte le même nom que la fondation, le même nom que le premier ministre, qui se trouve être le frère du premier ministre. Et donc, on essaye de mettre du gaz dans la perception. Mais c'est pas n'importe quel administrateur. C'est pas comme « Ah, attends, il y a quelqu'un avec le même nom du premier ministre qui est dans la fondation. Amenons cette personne-là. » C'est la personne qui a signé le chèque. Mais c'est à la fondation. C'est une affaire. C'est-à-dire, oui, c'est le frère du premier ministre. Il reste que c'est-à-dire, c'est une histoire de fondation. C'est pas le frère du premier ministre qui a reçu un avantage du gouvernement. C'est pas ça. C'est pas de ça dont on parle. Mais à la limite, c'est pas tant le fond. Moi, je pense juste une chose, c'est que je suis pas sûr que de s'attaquer aux familles d'une manière générale. Là, oublions ce cas particulier, OK? Mais d'essayer de trouver des liens pour essayer de mettre du gaz ou de jeter de l'huile sur une perception qui est déjà brûlante, etc. De se servir de proches, notamment de familles, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on devrait éviter d'aller, à moins que la personne soit clairement impliqué dans quelque chose, là, tu comprends? Mais on le sait pas. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que déjà de faire de la politique, c'est très difficile. Puis, il y a des gens qui ont choisi de faire de la politique, mais leur famille, à ces gens-là, n'ont pas décidé de faire de la politique. Admettons que Justin Trudeau n'était pas Premier ministre du Canada, puis que Alexandre Trudeau était quand même un administrateur. Un des administrateurs qui ont accueilli ce chèque-là, provenant de la Chine. Est-ce qu'on en parlerait autant? Je pense que oui. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis. Mais dans ce cas particulier, il s'agit de la personne qui a reçu le chèque. Un chèque qui portait un nom qu'on n'a pas pu remettre un reçu, peut-être, je sais pas. Il y a plein de points d'interrogation parce qu'on n'a pas pu retourner le chèque parce que le nom, il n'était pas le bon. Bon, ça a été fait, je crois, finalement. Mais... Ouais, en tout cas. Donc, oui, il y a un lien. Puis, à cause de tout ce qui est sorti, on veut savoir. Puis, on va retourner dans l'affaire de l'ajout politique, mais on fait une petite parenthèse. N'oublions pas qu'il y a un article qui est sorti de la presse qui a fait un lien direct avec la proximité de la Fondation Trudeau et le bureau du premier ministre, avec les rencontres qui se faisaient, puis les bureaux à côté. Puis là, tu as le frère de Justin Trudeau qui signe des chèques. C'est qui ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Il y a quelqu'un à un moment donné qui va devoir répondre à ces questions-là. Mais pour tout ce que tu as dit, oui, je suis correct. Je suis d'accord avec toi. Les familles n'ont rien à faire dans la vie politique des élus. Non, mais c'est ça. Puis regarde, le problème, c'est que souvent, les gens qui veulent faire de la politique, c'est pas vrai que c'est des gens qui n'ont pas de réseau, qui connaissent pas du monde, etc. Et pas juste leur famille. Tu sais, les gens ont une vie avant d'avoir une vie politique. Là. Ils ont une vie, ils ont croisé du monde. Il y a des gens avec qui ils ont grandi. Des gens, ça a été leur frère, leur soeur, leur cousin, cousine, peu importe. Puis moi, je trouve que se servir de ça de manière, à mon sens, exagérée, etc. Alors oui, tu sais, est-ce que ça peut poser des questions? Est-ce que la perception est bonne? Non, clairement. Puis tu le sais, en passant, où est-ce que je me loge sur cette question? Moi, je suis favorable à une enquête publique, puis je l'ai dit sur ce podcast il y a déjà plusieurs semaines. Là n'est pas le problème. Moi, j'aime juste pas lorsqu'on amène au Parlement des gens de la famille de quelqu'un, à moins, encore une fois, tu sais, si ça avait été Alexandre Trudeau a eu un contrat du gouvernement sans appel d'offres, etc., là, tu te dis, OK, là, il y a clairement un conflit d'intérêts. On n'est pas là. On est dans un cas où tu as un administrateur. Le gars a le droit d'être un administrateur. En plus, c'est une fondation qui porte le nom de son père, on s'entend, Pierre-Elliott Trudeau, c'est autant son père que le père de l'autre. J'ai rien contre le fait qu'il soit impliqué dans la fondation qui porte le nom de son père. Non, mais exactement, mais moi, en passant, moi, j'ai envie de te dire, pour moi, tous les Désolé, je ne sais pas si vous entendez le chien japper, là, mais il n'y a rien qu'on peut faire. Là, mais ce que je veux dire par là, c'est que
tous les administrateurs autour de la table sont tous autant responsables les uns des autres, etc. Il n'y a aucune différence. Mais là, on a mis la loupe sur une personne parce qu'il se trouve que cette personne-là est le frère du premier ministre. Je sais qu'en termes de perception, c'est pas bon. D'ailleurs, tellement je le sais que c'est pour ça que à l'opposition officielle, ils s'en servent. Mais bon, moi, le lien avec la joute parlementaire, c'est que je suis en train de me dire qu'il y ait une joute parlementaire, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait une joute parlementaire, c'est ça fait partie... ça fait partie du débat démocratique. Il n'y a pas de problème avec ça. Que de relever la chose, c'est oui, c'est légitime. C'est légitime. Moi, je pense pas qu'il faudrait l'exagérer. Ensuite, il y a une autre chose, c'est un peu le manque de décorum qui a eu lieu à Ottawa, c'est le bordel. Puis je te disais, parce que tu m'as montré la vidéo, puis on va l'expliquer un peu ce qui s'est passé, mais juste avant, je suis tellement content qu'à l'Assemblée nationale du Québec, ils ont passé un règlement où les applaudissements sont interdits. Puis, tu sais, on peut pas... Fais ta job, il y a la question, il y a la réponse. On s'en fout des applaudissements puis des... je sais pas, là, tu sais, des cris d'un bord et de l'autre. Il faut mettre fin à ça, même à Ottawa, je pense. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai envie de te dire... c'est là que ça m'amène à ce que j'avais envie de raconter. C'est Pierre Poilievre qui voulait un peu charrier le premier ministre sur le fait qu'il s'en allait à New York pour un sommet et qui a commencé à entonner la chanson New York, New York de Frank Sinatra. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ça, mais c'était drôle. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était drôle. Puis en plus de ça, il a joué un peu sur les mots. Start spreading the news. Non, c'était très drôle. C'était très drôle. Mais la question, c'est que est-ce que c'est la place pour faire ce genre de choses? Moi, je vais dire une chose, là. On peut s'entendre ou non sur ce que Pierre Poilievre représente ou sa politique ou son plan ou whatever. Le gars, c'est un roi du clip politique et il vit pour ça. Puis je vais dire que ce clip-là, tu l'as vu, là. Ils l'ont coupé, ils l'ont mis. Ça va avoir des millions de hits, cette affaire-là. T'sais. Puis moi, je l'ai trouvé drôle. Mais écoute, s'il a réussi son coup marketing, tant mieux pour lui. Moi, c'est pas mon point. Puis même moi, je l'ai trouvé drôle, puis je l'ai ri, tu vois. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça aussi, ça fait partie de la game, tu comprends? Mais oui, le marketing politique, malheureusement ou heureusement, je sais pas, dépendamment de comment on le voit, fait partie de la game. Je suis d'accord avec toi. Il reste qu'à un moment donné, quand tu fais face à tant de cynisme dans la population, de manque de confiance envers les élus, de manque de confiance envers les institutions, etc., tu sais, quand tu as besoin de voter une augmentation salariale pour les députés parce qu'ils font une job qui est difficile, puis qu'ils mettent leur face sur un poteau pour se faire élire, puis que leur face est dans le journal, peu importe la raison, etc. Puis là, honnêtement... T'allumes ta télé, puis tu es en train de voir que, dans le fond, en plus du fait qu'ils sont en train de se jeter de la boîte... ça niaise dans le Parlement. Ça niaise. Moi, je trouve que le décorum était pas respecté. D'ailleurs, tellement qu'il n'était pas respecté que le président de la Chambre a dû rappeler qu'il ne pouvait pas se comporter de la sorte. Alors, j'ai pas envie de paraître rigide ou un truc comme ça. Je l'ai trouvé bonne. Honnêtement, là, c'était drôle. C'était bien fait. Maintenant, j'étais juste en train de me dire, mais c'est quand même drôle. Hein? On est dans une démocratie. Je comprends que c'est des êtres humains qui sont là. Mais... il y a un certain décorum, il y a une certaine responsabilité qui vient avec le privilège que de représenter ces commettants à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes à Ottawa. Et je trouvais un peu plate ce qui s'est passé entre Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault. Puis j'ai trouvé que c'était aussi un peu plate ce qui s'est passé entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre. Et je me dis juste que je pense que les gens méritent mieux que ça. Tu sais, on parle d'inflation. Tu sais, on parle de taux d'intérêt qui montent et les gens qui ne sont pas capables de boucler leur fin de mois.
Puis là, t'en as un qui est en train de chanter à la Chambre des communes. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. Non, mais c'est-à-dire, tu sais, il faut se mettre à la place aussi des gens qui se disent, OK, là, mon avenir, il est en train de se jouer là en ce moment, là, tu sais. Ouais. Bon, regarde. On va mettre un point là-dessus. Moi, je l'ai trouvé drôle, mais je comprends ton point. Puis surtout dans la période dans laquelle où on vit, où, ouais, comme tu as dit, il y a plusieurs citoyens qui sont dans des situations un peu difficiles. On va mettre un point là-dessus. On vous revient évidemment la semaine prochaine avec d'autres nouvelles dans le monde politique québécois et canadien. Entre-temps, si vous aimez ce que vous venez d'entendre ou de voir, allez vous abonner sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, on est sur Twitter aussi et sur toutes les autres plateformes audio. On est partout. On est partout. Littéralement, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Dans le fond, les gens peuvent nous écouter partout. Et donc, c'est ça. On a décidé d'avoir toutes ces plateformes-là plutôt que de nous concentrer sur une ou deux, même si ça divise un petit peu les choses. Puis c'est correct. Mais au moins, ça permet aux gens d'avoir accès, pour ceux qui le souhaitent. Exact, d'avoir accès à ça n'importe où. Donc, merci encore une fois et on vous voit dans le prochain épisode. Bye, Ciao George. tout le monde. Bye bye.